comment construisons-nous la ville durable sur notre territoire? Alors, bâtiment urbanisme, là on voit bien. Par contre, ville durable. Moi j'ai envie d'interroger juste un tout petit peu ce terme parce que finalement on voit bien que la question de la ville durable, effectivement c'est un terme qui ferait presque partie d'une nouvelle langue qu'on emploie de manière un peu légère, un peu facile. Mais moi je finis par me demander si ce terme n'est pas tellement usité qu'il en est devenu un peu poli, un peu lisse et qu'on oublie parfois de trouver derrière quelque chose d'un peu fondamental. Mais finalement, cette question de la durabilité, peut-être qu'on peut l'interroger d'une autre manière en se disant que finalement, est-ce que la ville n'a pas toujours été quelque chose de durable? Est-ce que cette question de durabilité, d'affronter le temps, de passer le temps, n'a pas toujours été finalement une préoccupation humaine un peu ancestrale, une préoccupation permanente? Dit autrement, on peut aussi se demander si l'émergence très forte que l'on rencontre actuellement sur la notion de ville durable, ce n'est pas une manière très inquiète de nous interroger sur notre propre subsistance, sur la subsistance de notre espèce finalement. Jusqu'au début du XXIe siècle, c'est une question qui se posait assez peu. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu assez crucial dans le débat de société et à une échelle planétaire, de se dire, mais tiens, cette ville durable, c'est notre bouée de sauvetage. Mais donc, ce qu'on interroge derrière, c'est bien qui on est et vers où on va. Et pourtant, si on regarde bien, et notamment depuis le début du 19e, voire même un peu avant, la qualité urbaine, la qualité de la ville n'a cessé de progresser avec des intentions relatives à l'hygiène, relatives au bien-être, relatives à la qualité de la santé, qui se sont quand même considérablement améliorées. Ça paraît paradoxal de le dire aujourd'hui, surtout qu'on se rend bien compte qu'il y a des enjeux aujourd'hui sur la qualité de santé, sur le rapport aux maladies chroniques, etc., qui sont liés à la ville. Et pourtant, la dimension de la santé a toujours été un vrai sujet de fond sur l'organisation des villes. Ne serait-ce même que de l'organisation fondamentale. Donc cette question de durabilité, vous voyez que finalement, elle est déjà induite dans la construction même de la ville. Je vous lis une petite phrase que j'ai un peu compactée, j'en suis fortement désolé, d'Albert Lévy, qui est un urbaniste-chercheur, et qui écrivait en 2018. Alors vous verrez que son propos n'a rien à voir avec la crise Covid actuelle, mais il nous dit que finalement, la crise sanitaire a joué un rôle fondamental dans la création même de l'urbanisme. Et on voit bien qu'au fil des épidémies, au fil des inquiétudes sanitaires, finalement, la ville a évolué dans sa conception, dans sa réalisation, pour finalement essayer de proposer un cadre qui soit plus qualitatif, plus enclin finalement à préserver l'espèce ou à préserver l'humanité au sein des villes. Il nous dit ensuite qu'à partir des années 60, l'urbanisme est devenu postmoderne dans une approche purement formaliste, voire esthétique, sans véritable préoccupation sociale ou sanitaire. Et je trouvais ça intéressant là, qu'il aborde cette question-là, parce que finalement, il interroge de cette manière, finalement, le but des choses que l'on fait. Quel sens a la pratique de l'urbanisme? À quoi sert l'urbanisme? Est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est de l'ordre de l'urbanité, donc la question de la forme urbaine? C'est vrai que les professionnels se posent souvent cette question-là de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a la question de la forme urbaine, on pense l'urbanisme par rapport à sa forme, par rapport aux espaces, mais on voit bien que plus fondamentalement derrière, il y a une question qui est celle de l'organisation de la société. Quelle société on organise et comment on l'organise? Donc, de fait, on pourrait imaginer que la question de la ville est d'abord une question d'espace social avant d'être une question d'espace formel. C'est un espace qui est un espace d'interaction et on pourrait supposer, et je pense qu'on peut le vérifier à pas mal d'égards, que sa forme finalement est induite par l'usage, mais aussi par le lieu. Et c'est là où on va faire l'interaction entre la dimension de la ville société et de la ville espace, dans le sens où finalement on a un rapport au lieu, parce que la ville, bien évidemment, ce n'est pas un nuage qui flotte, c'est bien quelque chose qui est établi quelque part. Et ce qui est intéressant aussi peut-être, c'est de voir comment la ville, dans son histoire, est toujours quelque chose qui est lié à une forme de fonctionnalité un peu simultanée de la conquête, donc la conquête de l'espace, hein, on a pris position à chaque fois quelque part, et de la protection, donc protection au sens de la protection du groupe,
protection des ressources. Alors, à chaque période, sa vision de la ressource, mais la première des ressources, après avoir fait l'effort de se protéger et de construire pour se mettre un toit au-dessus de la tête, la ressource primordiale qui a quand même souvent fait l'objet quand même d'inquiétude ou du moins de préoccupation était la ressource tout simplement nourricière, c'est comment on se nourrit dans la ville. Et là encore, quand on fait une analyse historique des villes, on voit bien à quel point il y avait une interaction extrêmement forte qui s'était établie entre la ville et son environnement immédiat. Donc finalement, aujourd'hui, on voit bien que la ville se définit peut-être comme un écosystème. On a une dualité ville-campagne qui a existé de manière extrêmement forte, mais qu'on oublie des fois un petit peu, mais qui semble encore, a priori, quelque chose d'extrêmement important. Et la notion de paysage, finalement, englobe assez bien la question du paysage urbain et du paysage naturel. Et dans ce rapport-là, ce que l'on observe, c'est finalement un rapport nourricier qui est séculaire avec le territoire, c'est-à-dire que la ville ne peut fonctionner qu'avec un territoire extrêmement large. La ville elle-même n'est pas suffisante. Finalement, dit comme ça, on se dit peut-être que la question de la ville convoque quelque chose qui est de l'ordre d'un ordre un peu double, à la fois l'ordre de la ressource et l'ordre du désir. J'aborde ces deux notions parce que finalement, si j'aborde la question de la ressource d'abord, on le voit, la ville est quelque chose qui s'établit dans l'espace. Et là, je fais appel finalement à des notions que nous ont proposées les géographes. Dans l'espace, c'est la question du site, donc le lieu lui-même, et il y a la question de la situation, là où se trouve ce lieu et les interactions qui l'animent dans un rapport politique, économique, avec un territoire plus large. Et ce site et cette situation vont définir des capacités d'une ville, ou du moins d'un lieu habité, à se développer ou non, plus ou moins bien. On notera d'ailleurs à cet égard que dans les conditions du site un peu régulières d'une ville, on va forcément trouver la présence de l'eau, par exemple. Dans la question du désir, cette question du désir, je vais l'intégrer comme étant une question qui nous renvoie sur la question du désir des sociétés, les besoins des sociétés, et forcément, ça nous interroge une question de temporalité. On observera que le désir de société, au regard des évolutions des sciences et des techniques, au regard des évolutions des mentalités, finalement, installe des manières d'aborder la question urbaine toujours un peu différenciées, toujours en évolution. Et je pense que c'est intéressant de ne pas oublier non plus ce paramètre. Et on le voit bien, le paramètre dans lequel on se trouve peut-être aujourd'hui, notre désir aujourd'hui, c'est de rendre, ou du moins de rêver la ville peut-être un peu plus amène. C'est moins un outil technologique qu'un outil dans lequel on aimerait pouvoir se sentir bien, mais encore faut-il qu'on y parvienne, ce qui n'est peut-être pas complètement acquis encore. Et en fait, finalement, ce croisement de la ressource, enfin des ressources et du désir de société fabrique des cultures urbaines qui ont peut-être la chance de nous proposer des espaces différenciés, spécifiques, et qui ont chacun un récit un peu particulier à nous proposer. Je cite à cet égard une toute petite phrase de Françoise Choët. Alors là aussi, c'est un peu criminel de ma part, parce que résumer Françoise Choët en une petite phrase, c'est extrêmement difficile, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu un regard assez clairvoyant sur les choses et qui nous a proposé en 2002 une petite citation qui est « L'utopie aujourd'hui, c'est de retrouver le sens du local ». Et on voit bien aujourd'hui les préoccupations que l'on a à se réinterroger sur la ressource dont on dispose, les circuits courts, comment on redonne du sens à une ville en particulier, est-ce que Genève est différent de Paris, est-ce que Paris est différent de New York, etc. etc. Ça, on l'abordera tout à l'heure avec Panos Mandziaras. Et puis, une autre citation qui me paraît intéressante aussi, au regard des préoccupations de société qui sont les nôtres actuellement, c'est une citation que j'ai issue de la charte d'Aalborg, donc qui était la campagne européenne des villes durables en 1994, et qui évoque l'idée que chaque ville étant différente, c'est à chacune qu'il appartient de trouver son propre chemin pour parvenir à la durabilité. J'ouvre le champ, je ne vais pas résoudre cette phrase, mais on voit bien qu'il y a des notions comme ça qui sont un peu ouvertes sur cette question de la différence et de la spécificité. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai déjà fait une introduction qui me semble-t-il peut-être un peu longue,
Mais c'est une manière aussi d'amener peut-être le parcours qu'on vous propose ce matin avec 4 intervenants que je vais présenter maintenant. Tout d'abord, Denis Maire, que je présenterai un peu plus en détail, Panos Mandziaras, Karine Laprey, et ensuite Vanessa Pointet. L'idée avec ces 4 présentations, on va proposer à chacun de faire un petit temps là, d'intervention de l'ordre d'une dizaine de minutes, et ensuite on verra comment on s'installe plutôt dans une discussion et un débat. L'idée, c'est que chacun puisse aborder à son échelle un peu les préoccupations qu'apporte cette question de vie durable, ou en tout cas de la vie contemporaine et des enjeux auxquels on doit répondre aujourd'hui. Donc pour commencer, moi je vous propose qu'on se tourne vers Denis Maire. Alors malheureusement, Denis, je crois qu'on n'a pas la possibilité de le voir parce qu'on a un petit souci de caméra. Denis Maire, vous l'avez vu là dans la petite vidéo qu'on a présentée en introduction sur Pulse. Donc Denis Maire est vice-président en charge de l'aménagement et du territoire et de l'innovation d'Annemasse Agglo. Il est également maire de Juvigny, qui est la petite commune d'Annemasse Agglo. Et il est également agriculteur. Ça me paraissait important de le signaler parce qu'on voit qu'on peut se préoccuper aussi bien du sol que de la fabrication de la ville. Et donc, Denis Maire, voilà, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est qu'on se pose voilà, un peu les questions à l'échelle d'une agglomération comme celle que vous administrez avec d'autres collègues élus. Quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui? Quels sont les défis auxquels vous devez répondre? Quels sont les équilibres auxquels vous essayez de répondre aussi quand vous êtes dans la projection de la ville de demain? Et puis, peut-être une question qu'on peut se poser qui est celle de est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à rendre la ville désirable ou est-ce qu'il y a encore un effort à produire dans ce sens? Voilà. Eh bien, Denis Maire, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction. Écoutez, je suis désolé, effectivement, je suis en panne de caméra. Je n'ai pas réussi à passer par-dessus le bug comme on a pu le faire avec la petite projection du départ. J'en suis désolé et je m'en excuse. Pour une fois que je m'étais démasqué parce que je suis seul à la mairie, tant pis. Voilà, effectivement, je remercie donc Monsieur Desgeorges et effectivement, à quelque part, bien que mon itinéraire soit anecdotique, mais c'est effectivement quelquefois difficile de penser le temps long et la permanence dans un lieu, dans un endroit où la croissance de la population a été telle, où l'existence urbaine d'une ville comme Annemasse a à peine une petite centaine d'années. Et donc, c'est un peu une gageure que de penser ces permanences. Cela dit, ben voilà, moi je suis paysan, effectivement. Alors, ce qu'il en reste, parce que j'atteins l'âge de la retraite, mais mon grand-père, mes arrière-grands-parents qui habitaient ces lieux allaient faire le marché à Genève et tout le monde savait ce qu'était un hinterland à l'époque et tout le monde voilà, avait bien conscience du fonctionnement de Genève, hein, voilà, qui avait un statut particulier à l'époque et qui rayonnait sur l'ensemble du bassin, tout comme elle le fait aujourd'hui, mais peut-être d'une autre manière, peut-être aussi avec des conceptions culturelles qui ont fortement changé. Alors effectivement, quand on dit ville durable, et je suis d'accord pour essayer de déconstruire un petit peu ou de préciser un petit peu les termes. Qu'est-ce que c'est que la ville, hein? Bon, bah, tout le monde a sa représentation particulière, mais la ville, c'est aussi la zone périurbaine qui l'entoure et c'est aussi les zones naturelles qui l'entourent. Donc, étant maire de la commune la plus petite d'Annemasse Agglo, qui est une commune qui a une image rurale, mais qui sociologiquement ne l'est pas aussi, c'est là qu'on peut rentrer un peu dans la complexité des diverses représentations et la difficulté qu'on a à les faire partager. Et la gageure pour nous, effectivement,
quand on rentre un peu dans le concept de ville durable, ça n'est pas tant d'aller effectivement vers de la construction décarbonée, vers les économies d'énergie, vers en quelque sorte une manière de construire la ville avec des innovations techniques, mais c'est la question de savoir comment on va faire pour partager ensemble avec la population euh, tout à l'heure j'ai entendu le mot utopie, mais un itinéraire vers la durabilité, on pourrait le dire, et avec tout ce que cela comporte. On se heurte aujourd'hui effectivement à cette dualité entre ville et campagne, entre nature et culture peut-être, qui nous suit et qu'il va falloir faire exploser. Et également, il va falloir mobiliser tous les éléments de la durabilité qui ont été définis il y a déjà fort longtemps, et c'est ce qui fait encore la valeur du concept, c'est-à-dire ça n'est pas effectivement prendre uniquement la mesure de la ressource, mais c'est également parler d'économie et parler du social. Et dans ce social, j'ai effectivement profondément ressenti en travaillant sur l'urbain qu'une ville comme Annemasse et Annemasse-Agglo en général est une ville qui manque d'estime de soi. C'est une ville qui comporte un nombre très important de personnes qui sont arrivées il y a peu. C'est une ville où le lien social est peu important et où les inégalités sociales sont extrêmement fortes. Et je pense que pour faire une ville durable, alors effectivement, ces questions-là, il faut les aborder effectivement de front. Et c'est notre principal enjeu pour demain. Pourquoi? Parce que on peut se ramener à la question de la ressource et à la question de la culture partagée. Face à des contraintes qui arrivent. La contrainte, c'est la décarbonation, c'est la raréfaction de l'énergie. Tout ça, on l'a entendu, tout le monde l'a entendu, mais personne ne sait vraiment comment faire et ce que ça va engager. Je pense que notre responsabilité d'élus, c'est justement d'embarquer dans cette réflexion et cet itinéraire l'ensemble d'une population et faire comprendre à la société que nous allons rentrer dans une ère sous contrainte et que ça va nous contraindre à revenir à un ancrage local que l'on avait perdu jusqu'à aujourd'hui. Alors, on connaît les problématiques hein, entre l'espace, voilà, l'espace, l'énergie, et demain, évidemment, quand on aura moins d'énergie, eh bien, il faudra qu'on aborde l'espace de manière différente et il faudra qu'on contracte en quelque sorte nos flux, quels qu'ils soient, et qu'on retrouve notre territoire. Et ça, ici, c'est quelque chose qui est à reconquérir qui aujourd'hui, parmi nos urbains, ont l'expérience du territoire aux abords d'Annemasse, très peu. La ville s'est construite souvent en tournant le dos aux grands paysages. Elle s'est construite en tournant le dos à nos grandes infrastructures naturelles, par exemple l'Arve. Hein, voilà. Peut-être contrairement à Genève, hein, qui a une science du paysage et une culture du paysage qu'elle a su cultiver un peu. Mais nous, voilà, il va falloir retrouver une vision qui est plus une vision de proximité. Et il va falloir retrouver également parmi les acteurs des gens qui sont capables non pas de faire vivre une économie présentielle, mais d'innover, de créer de la valeur de manière différente
de bousculer un peu les chaînes logistiques. Et puis, pour ce qui est de l'agriculture, puisque c'est ma partie, d'opérer une grande transformation pour pouvoir nourrir, en tout cas en partie, la ville de proximité. D'autre part, je pense que notre boulot, hein, d'élu, c'est aussi peut-être de faire face à la vulnérabilité qui monte. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, qui ne sera sans doute pas la seule, mais il y en a sans doute d'autres qui s'annoncent. Et puis, donc, les futures crises qui nous guettent sur le plan effectivement des questions énergétiques et climatiques, puisque on est résolument de toute façon sur un scénario aujourd'hui à 2% de degrés en plus à 2050, je crois. Et la ville, il faut la préparer à ça et il faut la préparer non seulement, alors comme on a essayé de le faire ou comme on tente de le faire aujourd'hui en faisant de l'urbanisme, c'est-à-dire en essayant de cocher toutes les cases quand on fait la ZAC étoile, par exemple, autour de la gare, avec la végétation qu'on fait rentrer, avec la production d'énergie renouvelable, avec effectivement un habitat avec des exigences énergétiques au top, et puis également avec des espaces publics qui permettent voilà, un certain nombre d'aménités et dans notre petite tête à nous, l'idée de la ville désirable qui a été formulée tout à l'heure par monsieur Desgeorges. Mais la ville désirable, je pense que on ne peut pas la faire, on ne peut pas faire le bonheur des autres sans qu'ils y participent. Et la grande question pour nous, c'est de transformer notre population en acteurs de cette transformation. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a créé Pulse Ville Durable, puisque à partir de cette pépinière d'entreprise, on a envie d'aider l'ensemble des acteurs voilà, qui souhaitent se mettre sur cet itinéraire à la fois d'innovation, mais surtout d'innovation sociale, et quels que soient ces acteurs, c'est-à-dire effectivement les entreprises, mais aussi les acteurs associatifs, les particuliers et également les administrations, hein, et les collectivités locales dont je fais partie, dont on perçoit bien qu'il faudra qu'elles changent radicalement dans leur mode de gouvernance si l'on veut passer ces caps et ces étapes pour aller vers la ville durable. Alors, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu brouillon, mais je pense, et vous l'avez compris, que pour moi, dans la ville durable, ça n'est pas les concepts hein, d'évolution technique qui m'importent, c'est plutôt les évolutions sociales qui me semblent extrêmement importantes et qui vont faire que toutes les évolutions techniques et la manière de vivre et la désirabilité de la ville va changer. C'est aussi en faisant changer le cœur des hommes et leur culture. Et nous, toute la journée, en tant qu'élus, on est frappé hein, par une chose, c'est que on est frappé par l'acceptabilité de ce qui se passe dans notre région. Nos habitants nous disent ça va trop vite, il y a trop de construction, il y a trop de béton. On mobilise beaucoup, hein, vous savez, les représentations, le rural, la campagne, la nature, et puis on mobilise aussi un petit peu trop la haine de la ville, hein, l'urbanophobie, comme on dit, euh, et la période est pas là pour réparer un petit peu cette chose-là. Mais je pense aussi qu'il faut revenir à, en quelque sorte, revenir à l'idée fondamentale, qu'est-ce qui a fait que les hommes, l'humanité, a créé les villes? En fait, c'était pour diminuer leur vulnérabilité.
En fait, moi je suis évidemment fortement lié à la culture néolithique puisque je suis agriculteur, mais quand on a fait le néolithique, on a fait aussi les villages et les villes. Et pourquoi? C'était pour répondre à cette vulnérabilité, pour se projeter un peu plus dans l'avenir, pour passer un cap dans l'humanité. Et il faut revenir à ce sens-là, c'est-à-dire se mettre ensemble, ça nous permet évidemment de faire beaucoup plus de choses et ça nous permet d'être carrément humains. Et ces basculements de représentation et ces basculements culturels, je pense que c'est là-dessus qu'il faut que l'on travaille. Et la ville désirable, oui, oui, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et la ville sera durable si elle est désirable. Je m'excuse, j'ai été un petit peu long et un petit peu brouillon dans mon intervention, mais c'est quelque chose effectivement que l'on ressent très fort dans Annemasse-Agglo. Alors moi, je vous remercie parce que au contraire, je pense que vous avez extrêmement bien posé les sujets qui sont les préoccupations que peut avoir un élu. Et je trouve extrêmement intéressant voilà, que vous puissiez nous éclairer aussi sur ces sujets qui vous interrogent en permanence, de bien voir effectivement comment on se pose la question, non pas d'abord par rapport à la forme, mais bien par rapport à la vie d'un groupe, voir comment on arrive à aller vers un engagement de tous, cette question de la mobilisation de la participation, comment on fait corps ensemble pour essayer de retrouver un peu une direction qui soit un peu pertinente. Je retiens de manière extrêmement forte ce que vous évoquiez là sur la fin, sur ce rapport finalement à l'essence même des villes, qui est cette notion de diminuer la vulnérabilité avec ce paradoxe peut-être que l'on croise aujourd'hui, qui est de penser que la ville est justement la vulnérabilité. Donc, je pense que ça nous donne un bon tremplin pour changer un tout petit peu d'échelle. On va aller maintenant du côté donc, de l'intervention de Panos Mandiaras. Donc, Panos Mandiaras, vous êtes directeur de la Fondation Braillard. Vous êtes également architecte-ingénieur et docteur en urbanisme et en aménagement. On souhaitait que vous puissiez apporter votre contribution parce que là, on parle du territoire d'Annemasse-Agglo, on voit les problématiques qui se dessinent par rapport aux propos que nous a apportés Denis Maire. Maintenant, à votre échelle, vous avez une vision qui est un peu plus large, qui est celle du Grand Genève, avec une consultation qui a été portée par la Fondation Braillard notamment récemment. La question qu'on peut se poser avec vous aussi, c'est de voir comment, je l'évoquais tout à l'heure, la question du temps est fondamentale, parce que c'est la question du temps des sociétés et de leur mentalité qui évolue. En quoi peut-être cette question de projection dans le temps, cette question de la prospective, peut contribuer de manière sérieuse à donner une durabilité complémentaire et peut-être une approche résiliente de ce que l'on attend aujourd'hui de la ville. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, merci. Merci, merci beaucoup, merci pour cette belle invitation à Haute-Catoire, à vous-même, Monsieur De Georges. Donc, merci pour cette occasion que vous me donnez de vous présenter rapidement, très rapidement, quelques éléments sur cette consultation qui nous a occupés pendant les derniers 3 ans, avec un pan très large d'acteurs, y compris ceux de Annemasse-Agglo et du pôle du Genevois français. Je vais donc vous proposer un diaporama. Je partage mon écran. J'espère que ça va marcher aussi. Donc, attendez, parce que il faut que je partage d'abord. Voilà. Est-ce que vous voyez un écran compliqué, j'imagine, hein? C'est ça? On voit un écran compliqué, mais on voit un écran. En fait, on a deux choses. Un écran. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez le bon écran? C'est parfait. Alors, voilà. On va recommencer alors. Je vais me mettre à la première diapositive. Alors, donc, je vous présenterai en 2 mots d'abord ce qu'est la Fondation pour ceux qui ne la connaissent pas, en une seule diapositive. Et après, on va passer rapidement sur quelques questions relatives à la question qui vous préoccupe aujourd'hui, donc la ville durable, que je vous l'accorde est un terme un peu trop générique. Et peut-être qu'on a évolué depuis que ce terme qui était très utile quand il a apparu
et aux années 80, a donné sa place à un autre terme qui est pour nous aujourd'hui plus prégnant et plus important, celui de la transition écologique, qui est un terme plus actif. Parce qu'il y a un terme, le terme transition est un terme actif, si vous voulez. Alors, la Fondation Braillard est une fondation CIS à Genève, créée en 1987, et qui a comme mission de protéger les archives de Maurice Pierre et Charles Braillard, des architectes genevois très connus dans le bassin genevois, promouvoir la conception architecturale urbaine et paysagère de qualité, et en particulier dans ses principes environnementaux, et inciter à la recherche sur les rapports entre architecture et environnement. Alors, nous avons deux volets, un volet culturel, les conférences, séminaires et colloques et autres activités publiques que vous trouvez sur notre site, et qui évidemment sont basés sur les travaux de Braillard, mais qui évoluent évidemment vers les nouvelles questions, nouveaux enjeux. Et un volet scientifique qui est celui d'inviter à des équipes interdisciplinaires des recherches dans tous les domaines relatifs au bâti, à l'espace bâti, y compris les paysages, pour développer des thématiques transversales. Et c'est dans le cadre d'un programme que nous avons dénommé The Eco-Century Project, qui est un terme qui parle tout seul. C'était un projet pour notre siècle écologique, parce que ça sera le dernier, où il sera écologique, ou il ne sera pas du tout. Et évidemment, la question, ce n'est plus l'architecture toute seule, mais l'architecture et l'urbanisme et le projet par rapport aux ressources planétaires qui sont aujourd'hui en sérieux, qui ont des sérieux problèmes. Donc, nous voulons apprendre à construire, entretenir et vivre autrement. Cet autrement, ça rejoint beaucoup ce qu'a dit M. Denis Maire tout à l'heure, qui est très utile. Réinventer la relation de l'architecture et de la ville avec l'environnement. Ce n'est pas la question, si vous voulez, la question de la domination du bâti sur le non-bâti devait être vraiment revue et redonner un sens au rapport entre les formes urbaines, architecturales, les fonctions dans lesquelles nous attelons et les valeurs que nous attribuons aux bâtiments, aux villes et aux campagnes à l'égard de la transition écologique. Ce sont des questions majeures qui sont basées, bien sûr, sur des constats très aggravants, ceux de la... Je ne sais pas si vous voyez mon curseur sur l'écran, peut-être pas. Donc, une électrification, un développement, une croissance très souhaitée par les populations et qui a gagné le nord du monde, the Big North, et qui commence à gagner peu à peu the Big South, et qui était effectivement un projet. On avait prévu, on voulait que la Terre soit complètement urbanisée, parlant de la ville, hein, parce que la question, ce n'est pas si la ville est désirable ou pas, c'est quelle ville et quelle échelle. Et donc, vous voyez en bas, qu'est-ce qui était prévu comme urbanisation dans le monde, lâchant en réalité des poches de nature libre, donc des parcs en réalité, pratiquement tout serait donc de la ville. C'est un projet, et si vous voyez l'image de haut, enfin la photo de satellite, on commence à y arriver peu à peu. Enfin, on a un peu du mal, mais on va y arriver. On arriverait si on avait des ressources infinies. Ça, c'est la question qui se pose et qui justement rejoint une autre image de temps, puisque vous avez parlé du temps, de la prospective. Si vous mettez la prospective du futur par rapport au passé, vous avez cette très belle représentation des courbes de la population urbaine. C'est la grosse ligne noire qui a monté depuis il y a 500 ans. Les CO2, etc. Donc, des courbes qui montrent à quel point la prospective que nous voudrions avoir et lancer devait être liée au passé, disons, à l'élan que nous avons donné à nos sociétés urbaines depuis 700 000 ans. Oui. On a toujours la même image qu'au départ sur l'Interland, mais je ne sais pas si vous avez fait défiler d'autres images. Oui, vous êtes sur quelle image? Ah, voilà, parce que nous, on n'avait pas... Là, je suis sur 7 projets pour le Grand Genève, et juste avant, vous nous avez fait passer les cours, mais on n'avait pas en même temps que vous l'évoquiez, c'est pour ça. Ah, là, c'est bon, là, la courbe? Non, là, je suis, moi, sur 7 projets pour le Grand Genève.
Ah bon? Mais c'est très bizarre. Je ne comprends pas, il y a un bug là. Là, vous êtes sur quelle image? Toujours pareil, toujours la même, 7 projets pour le Grand Genève. Alors, je repartage mon écran. Il y a peut-être un petit bug. Je ne comprends pas pourquoi. Comme ça sera. Alors là, Ce mode de présentation-là, vous c'est mieux voyez, sans passer, voilà. Ce ne sera pas je vais parfait, mais au essayer. moins, on voit bien, on est avec vous. Là, c'est parfait comme ça, je pense. Ce sera mieux comme Là, ça. c'est bien, hein, c'est plus simple. Hein. Je suis Voilà. désolé, mais merci. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très désolé. Donc, vous n'avez pas vu non plus cette image-là. Si? Non, c'est effectivement, on avait besoin de la voir, mais c'est bon, on y est. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe en réel et ce qui était projeté dans le monde aux années 50. C'est-à-dire, on voulait que la ville devienne urbaine. Enfin, la terre devienne urbaine. Ça, c'est un projet. Et nos pères immédiats, mon père, fait partie de la société qui avait prévu cette société. C'est là on commence un peu à ne pas être d'accord, si vous voulez. Et ça, c'est ce qui se passe. Le Nord, enfin le Grand Nord commence à devenir, le projet commence à se réaliser et le Grand Sud veut bien faire partie de ça, devenir ville. La désirabilité de la ville signifie ça, pour être d'accord, pour qu'on soit d'accord. Et ça signifie ça aussi, ça signifie non seulement que les sociétés urbaines montent en nombre, mais aussi que tous les indicateurs relatifs à l'urbanisation, donc CO2, méthane, montent aussi. Désirabilité de la ville signifie désirabilité des indicateurs qui vont avec. On ne peut pas avoir la moitié des choses, ok? Ou alors vraiment, on va contre l'entropie. Et c'est pour ceux qui voudraient l'argent du beurre, le beurre, etc. Donc, quand on arrive à faire la Grande Genève, cela signifie, qui est celui que vous connaissez, avec un panel très important de partenaires comme l'UNEP, la Confédération, le canton, le Genevois français, le CIE, nous-mêmes, la FAI, etc. Donc, un panel très important. Nous posons exactement ces questions, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut établir des principes d'aménagement favorisant la biodiversité, améliorant les qualités des écosystèmes et préservant les espaces naturels? Première question, en priorité. Deuxième, concevoir et développer une ville limitant ses impacts sur le dérèglement climatique et résiliente à celui-ci et à ses conséquences socio-économiques. Deuxième, et concrétiser des outils territoriaux menant à une évolution économique stable et équitable. Troisième, ce sont des questions posées avec cet ordre et pas l'inverse comme c'est d'habitude le cas où on met d'abord le social, donc l'humain. Parce que je vous rappelle, pour revenir à cette image-là, que vous n'avez sans doute pas vu non plus, c'est maintenant, on n'est plus en position, dans une situation où l'architecture et l'urbanisme doivent protéger l'homme de la nature, on est dans une situation où l'architecture et l'urbanisme doivent protéger la nature de l'homme. On est dans une situation qui est renversée et il faut qu'on se mette d'accord sur le changement du paradigme, parce que c'est ça le changement de paradigme dont on parle. Donc, rapidement, sur la base de ces questions, nous avons eu 7 équipes, dont le Zurich et Luxembourg, qui ont fonctionné, qui ont travaillé sur l'opposition de la ville et de la campagne, pratiquement une construction en continu des systèmes agro-urbains, qui permettrait donc un rapport très proche du sol et de la production de nourriture à la ville. Les sols et le travail, donc, de Paolo Vigano à l'EPFL, où on a aussi une image très similaire d'un système agro-urbain continu où il n'y a pas une limitation précise entre les espaces urbains et les espaces agricoles. Et donc, on imagine aussi des filtres et des espaces tampons qui permettraient de passer d'un usage à l'autre. Parce qu'il y a le travail, dont on n'a pas, la labeur, dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire une ville en transition, une ville écologique, et une ville où la labeur humaine n'est pas celle qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés urbaines actuelles. Troisième image très importante, celle de Stefano Boeri, qui imagine un système urbain basé sur l'énergie résiduelle du futur accélérateur du CERN, donc un système urbain qui va pratiquement jusqu'à Annecy et qui met au milieu
le Salève comme un Central Park en réalité. Et donc, il crée un système urbain territorial extrêmement intéressant, un peu formel, formaliste, mais dont je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à retenir sur l'échelle de la coopération. Un travail justement sur l'énergie de l'équipe AWP, donc de Marc et Mathias Armango, qui sont à Paris, sur un système d'organisation coordonnée des réseaux de côté et d'autre de la frontière, où les réseaux, leurs espaces résiduels qui pourraient devenir des espaces de stockage de CO2 et d'organisation territoriale différentes par rapport à aujourd'hui, mais qui obligeraient les deux parties à collaborer de manière très profonde en termes de réseaux, électricité, eau, etc. L'équipe à part, l'équipe genevoise, qui organise le territoire en microcellules de coopération, de collaboration basées sur l'action locale, et qui pratiquement voit tout ça comme un puzzle d'organisation sociale et d'entraide et de construction sociale extrêmement fine. L'équipe Energy Landscape, qui imagine une hybridation énergétique du territoire avec des bâtiments prosumeurs d'énergie, qui produisent aussi de la nourriture, en réalité une toute autre typomorphologie urbaine. Ils vont jusqu'à déplacer l'aéroport et réclamer cet espace pour des activités alternatives. Et finalement, l'équipe de la grande traversée, ce sont des titres qui ont donné ces équipes qui étaient menées par Interland, qui sont des Lyonnais, qui a traversé le territoire, elle a pioché, elle a trouvé des citoyens, elle a imaginé des micro-actions citoyennes dans le territoire, de manière à ce que la transition commence à naître de bottom-up, en réalité, en cherchant des lieux et des situations qui pourraient agglomérer des énergies locales. Un peu similaire à celui d'Apar, mais là, on est pratiquement dans une logique d'habitat, alors que là, on serait plutôt dans une logique d'action coordonnée sur des lieux précis, comme par exemple Archamps, hein, pour ne pas le nommer, mais d'autres. Alors, finalement, les équipes ont, si je voulais, disons, faire un constat cumulé de tout ce qui a été passé, ont repéré une série de menaces imminentes. Les réchauffements et les sécheresses, les précipitations soudaines, la fonte des glaciers et les éboulements, plus de migrants climatiques et donc sociaux, manque d'eau potable et gaspillage de nourriture, manque de terres rares et de ressources énergétiques, épidémie et bouleversements sanitaires. Ça est arrivé bien sûr à la fin et ça a vraiment bouleversé la discussion sur le Grand Genève. Et ils ont donc proposé de manière cumulée et je dirais transversale une série de solutions à plusieurs facettes qui répondent à la fois à la décarbonation et à la résilience. J'imagine qu'il ne faut pas maintenant expliquer pourquoi décarbonation et pourquoi résilience, mais on peut le dire dans la discussion. La décarbonation directe, donc on arrête de produire de CO2 et des matériaux biosourcés. Moins de mobilité physique, moins d'autoroutes alors, cette histoire de l'autoroute Annecy-Genève est vraiment un scandale, et plus de communication humaine. Moins de consommation de biens physiques et plus de réparation, plus de recyclage et plus de partage. Moins de discrimination, plus donc d'égalité et plus de solidarité. Moins de monofonctionnalité et plus d'espace hybride. Plus de flexibilité, interconnexion et résilience des systèmes sanitaires, parce que ce sont des éléments fondamentaux. Finalement, je reviens à cette courbe qui a été concoctée à la fin de cette consultation, qui rappelle qu'au fond, nous sommes mis quelque part à 9 à 10 tonnes par habitant par an de CO2, un peu comme l'Europe, hein, toute l'Europe, en Suisse, et puis le système du Grand Genève, et on doit arriver à 1 tonne en 2050. La question, c'est comment? Ou on laisse business as usual, et ça intéresse le pulse, c'est-à-dire est-ce qu'on imagine qu'il y a une croissance économique, sachant que croissance économique forcément signifie augmentation des indicateurs de la carbonation.
où on imagine plusieurs types de décarbonation. Soit une décarbonation tardive, parce qu'on imagine qu'on va trouver un miracle, soit une décarbonation radicale, que ce qui propose par exemple le comité des citoyens en France, qui est très utile, soit une décarbonation à une courbe S qui permettrait à la société à se préparer, à comprendre rapidement par des actions coordonnées, à se mettre ensemble à travailler, à faire plonger les indicateurs, tous ensemble, et en arrivant vers la troisième décennie, vers un système de lissage moins violent, pour arriver effectivement à produire chacun de nous une tonne cumulée de CO2 sur Terre. Voilà la série d'images que je voudrais vous montrer. Merci de votre attention. Et là, le groupe de toutes les équipes à Collonges, il y a 2 ans, quand on travaillait ensemble. Merci. Merci beaucoup pour ce parcours. Alors, on le sait, hein, c'est un parcours extrêmement rapide sur le travail extrêmement fourni qui a été proposé. Mais en tout cas, merci aussi pour votre intervention sur aussi d'avoir bien replacé cette question de ce rapport à la vulnérabilité et finalement la manière dont vous apportez ce regard sur le changement de paradigme dans ce rapport à la protection. La vie nous protège de quoi et de quoi elle doit-elle nous protéger demain et comment nous, on doit se comporter. Je pense que les travaux finalement que vous nous avez présentés et les propos que vous nous apportez permettent de voir qu'aujourd'hui, il est important d'avoir une certaine lucidité du regard quand on regarde le mur que l'on a à franchir, si l'on veut, de manière coordonnée et efficace, se mobiliser pour trouver le moyen de passer ce mur et en tout cas de réussir à le franchir de la manière la plus noble qui soit. Par rapport à ça, parce que le temps passe vite, j'en suis désolé, hein, c'est forcément un peu court tout ce qu'on se raconte là. Je vais me tourner maintenant vers Karine Laprey. Donc Karine Laprey, qui est co-gérante du bureau d'études Tribu, qui est ingénieure en énergie et en environnement, et également enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Donc Karine, par rapport à vos travaux, vous avez quand même pas mal aujourd'hui d'expérience sur ce rapport de la durabilité. On vous interroge régulièrement sur la ville écologique, ou je ne sais plus trop quel terme on emploie parfois. Mais aujourd'hui, moi j'aurais dû vous poser cette question-là, c'est au regard d'une évolution quand même de mentalité qui a opéré depuis quand même une vingtaine d'années de manière assez claire, en tout cas par rapport à la masse de la société, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à trouver un peu des manières de fabriquer une ville qui soit effectivement plus correspondante à ces propos que nous a proposé Panos Mantiaras? Est-ce que la ville peut redevenir une oasis humaine intéressante et puis peut-être aussi nous rapporter un retour d'expérience sur les pistes qui semblent à peu près fiables, mais aussi les écueils de cette ville durable, les choses dont il faut peut-être apprendre à se méfier. Voilà. Alors Karine, c'est à vous. Merci Stéphane. Donc évidemment, le sujet qui... Vous m'entendez? Et le support, normalement, vous voyez. Donc évidemment, quand on parle ville durable, moi j'ai un mal fou avec ce vocabulaire et voilà, on parle de tellement de sujets, ville durable, ville soutenable, éco-responsable, on parle de ville bas carbone, post-pétrole, slow city, smart city, désirable, tout ça c'est très vaste et très vague. La question toujours, et merci pour les présentations d'avant, parce qu'en fait, elles sont exactement dans l'objet de ce qu'on se pose comme question. C'est plutôt la question de définir les objectifs qu'on se donne ensemble. Alors, petit historique, mais vous avez évoqué la charte d'Aalborg tout à l'heure. Évidemment, ces questions de durabilité ne sont pas nouvelles. Elles sont relativement anciennes, et puis ça fait même bien avant, on s'est questionné de toute cette question de la finitude de notre planète et comment on peut y répondre. Donc, évidemment, si on regarde pour le coup dans l'application à l'échelle des collectivités, la charte d'Aalborg a démarré sur justement toutes les démarches d'Agenda 21 et toutes les questions de mise en place des outils de planification sur l'intégration de ces questions de la durabilité à l'échelle du territoire et des villes.
Et voilà, je ne reviendrai pas sur les définitions, mais c'est des choses que vous avez tous croisées, la notion de développement durable qui questionne dans le mot développement, mais qui, dans la définition, dit bien ce que c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'avoir en tête la protection des générations futures et de la planète. Et donc, c'est bien dans cet esprit-là qu'on est dans la notion de vie durable. J'avais envie de partager quand même 2 chiffres qui me semblent fondamentaux et sur lesquels on doit bien se rendre compte de là où on est. Panos a donné déjà des éléments, mais partageons ça. En 2020, on avait épuisé notre planète au 14 mai 2020. Ça questionne quand même. On voit l'effet. Là, vous avez les dates les dates annuelles où on a consommé notre capacité biologique de la planète. Et on voit que depuis 1970, elle ne fait que croître. Alors 2020, on a un petit rebond parce qu'évidemment, on a la crise qu'on connaît aujourd'hui qui du coup questionne aussi pas mal nos façons de vivre aussi. Hein. C'est des leçons intéressantes à partager. Et puis un autre élément, alors voilà, une étude qui est sortie très récemment dans la publication, dans l'ouvrage Nature, qui quantifie la biomasse anthropogénique par rapport à la biomasse, à la masse anthropogénique par rapport à la biomasse, et du coup qui questionne encore, enfin qui revient à tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire quelle est la place de notre nature, de notre écosystème par rapport à tout ce qu'on a artificialisé et qu'on continue d'artificialiser. En 2000, on a dépassé aujourd'hui la biomasse, alors on l'a dit sèche, hein, dans cette étude, on différencie la masse sèche de la masse humide, mais on voit que la part de biodiversité et de biomasse naturelle est en dessous de ce qu'on a construit et de notre action en tant qu'humain, qui questionne quand même pas mal. On voit ici les chiffres entre le plastique et les animaux. Honnêtement, c'est des questions qu'il faut vraiment questionner. Voilà, alors pourquoi? Alors du coup, dans cette approche-là, celle que nous, on essaye de mener au cours de notre pratique, hein, et aussi des enseignements qu'on a l'occasion de partager aussi avec Stéphane sur les questions de ville post-carbone 2050, c'est comment on garantit notre vie et notre approche de la société équitable et sobre, tout en préservant la planète et les écosystèmes qui sont ceux qu'on doit préserver. Et ce qu'on se dit, en gros, quand on travaille sur un projet, on essaie de se dire ces 4 points qui sont très difficiles à mettre en œuvre, malheureusement. Et on verra que le dernier est pire que tout. C'est comment on prend la mesure des enjeux de chaque territoire. Évidemment, ça, on va dire que c'est l'incontournable. Mettre en place la démarche partagée, parce qu'effectivement, on n'est pas seul à construire, à concevoir. Il y a tout un ensemble d'écosystèmes d'acteurs qu'il faut mettre en lien et qui ont tous une réponse à apporter, particulièrement les citoyens qui, aujourd'hui, si on voit, quand je vous présenterai les exemples, notre retour d'expérience, c'est de dire qu'aujourd'hui, le citoyen, il porte plus de 70% de la part qui reste à faire. Toute la partie technique, moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, tout est là. Tout est là, il faut juste savoir comment on met en œuvre et comment on va avancer tout ça. Et puis, évidemment, comme on est dans des climats, dans des sociétés qu'on n'a jamais vraiment connues, il faut qu'on se réinterroge sur les méthodes et qu'on les adapte et qu'on se questionne sur les standards. Les standards ne sont pas la réponse sur laquelle nous devons aller, évidemment. Et Panos, dans sa courbe, était évidemment très clair. Et puis, le dernier qui est nécessaire pour être le plus pertinent, c'est de prendre le temps de travailler sur ces sujets. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On voit bien que le temps, il est court, mais on a ce problème aujourd'hui. On va de plus en plus vite et on n'a pas ce temps de se poser sur les solutions qu'on a amenées. Malgré tout ça, on a aujourd'hui une grosse évolution d'un certain nombre d'outils, de planification à grande échelle. On a aussi les outils qu'il faut pour avancer. Donc, il faut aussi utiliser tous ceux qui existent, qui sont perfectibles comme tous les outils réglementaires, mais qui sont là et dont on doit se servir.
On a depuis plusieurs années des démarches dites de ville durable, d'écoquartiers qui ont été testées, mises en œuvre. Vous avez le One Planet Link de WWF, évidemment le label écoquartier, tout ça, c'est là. Et des objectifs sur lesquels il est évidemment pertinent de se poser, parce qu'il permet de balayer les sujets, mais pas de se laisser rattraper par les indicateurs, les objectifs et uniquement une monothématique. Le plus important, c'est l'approche plurithématique qui nous permet d'avancer sur tous les sujets. Et puis la question de la ville, c'est la question du temps. Je disais, une ville, on la pense à un moment donné, elle se construit au mieux dans les 20 et les 30 ans, ou dans les espaces, elle se modifie dans les 20 ou les 30 ans. Et du coup, il faut pouvoir travailler sur cette anticipation, à la fois travailler des visions stratégiques. Alors, M. le maire évoquait cette question de la vision politique qui est fondamentale pour faire avancer cette question de la ville durable, et puis la mettre en œuvre dans les différents processus opérationnels jusqu'à l'intégration des habitants le plus tôt possible, et puis tout au long de la vie. Tout ça dans un objectif aussi d'évaluer ce qu'on fait, parce que voilà, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille ces questions de ville durable et on a nécessité, on a notre responsabilité, c'est de dire aujourd'hui qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on a mal fait et qu'on doit faire progresser parce que nos erreurs font avancer l'ensemble des thématiques. Et on verra que dans les sujets, mon objectif, c'est les quelques retours d'expérience que je vais vous présenter, c'est aussi de pointer ça, c'est de questionner un peu tout ça. Et puis, tout ça, c'est en lien avec la recherche parce que évidemment, et l'enseignement et la recherche apportent du retour d'expérience, apportent des nouvelles approches sur cette question de la ville durable. Et on doit toujours se questionner dans des allers-retours. Parmi les exemples, je voulais vous partager un projet qui est la ZAC de la Duchère, qui a été labellisé étape 4 écoquartier il y a 1 an, 2 ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Lyon. Voilà, quartier en 1975, donc on est dans une démarche NPNRU, enfin, ou en rue à l'époque, et NPNRU aujourd'hui, un quartier évidemment de grand ensemble avec une vie qui marche plutôt bien, multiculturelle, plein de sujets intéressants. Et l'objectif d'en faire un quartier différent pour plein de raisons de vie et de gestion des bâtiments qui ont été laissés pour la plupart à l'abandon, qui questionne aussi cette question de la gestion dans le temps de ce qu'on fabrique. Et donc, un grand projet mené par Bernard Paris et Alain Marguerite avec la ville de Lyon en gros, réaménagement de ce quartier. On voit qu'il en reste quelques éléments. On voit ici la tour panoramique et quelques éléments de bar, mais globalement, on a démoli. Aujourd'hui, c'est un quartier qui vit bien, où la plupart des gens qui habitaient continuent d'habiter sur le territoire et qui fait l'objet d'une démarche très suivie, très en lien avec les habitants, notamment sur des conseils citoyens qui marchent, qui fonctionnent et qui intègrent, qui alimentent le projet, qui continue dans un autre quartier de ce même territoire qui est la Sauvegarde. La question qui m'interroge aujourd'hui, évidemment, mais pas qu'aujourd'hui, c'est dès le début, c'est pourquoi on a démoli aussi ces bâtiments qui ont des qualités. Alors, je pense que Vanessa reviendra sur la question de l'architecture, mais qui ont des qualités spatiales de vie. On a des logements traversants, on est sur des faibles profondeurs, on a un matériau qui était là, qui est le béton. Qu'est-ce qu'on en a fait et comment, du coup, on doit réinterroger maintenant notre travail sur ces quartiers existants. Fondamentalement, aujourd'hui, là encore, il faut questionner les outils qui sont mis en œuvre parce que ce n'est pas forcément encore l'objet des outils de financement. Un autre projet qu'on suit depuis 2002, donc ça va bientôt faire 20 ans, le projet de Lyon Confluence, qui est un doublement du centre-ville de la ville de Lyon, 150 hectares, avec un projet dans le temps qui s'est alimenté de tout ce qui a été fait, qui a mis en place des plans d'action de durabilité depuis le début et qui, petit à petit, se nourrit, évolue vers des questions de réponse à cette question de la transition écologique à travers
des impositions à l'échelle des opérateurs, tout en questionnant, toujours dans le temps, hein, depuis 2003, on ne cesse de questionner c'est quoi les ambitions d'une transition écologique à l'échelle d'un îlot, d'un bâtiment, quels sont les thèmes sur lesquels on doit se pencher avec cette question majeure de l'adaptation au changement climatique, qui est le sujet qui doit nous occuper. Au-delà de ce qu'on construit aujourd'hui, on doit se questionner c'est quoi la ville de 2050. Tout ça en n'oubliant jamais les gens qui habitent. Donc dans ce projet, tous les projets qui sont livrés font l'objet d'une enquête sociologique l'année après leur livraison ou 2 ans après leur livraison, et ils nous nourrissent le projet et les acteurs qui continuent de travailler. De la même façon sur les espaces publics qui, eux, ont questionné aussi ces enquêtes, la densité. C'est quoi la densité désirable de la ville par rapport à un quartier qui est le doublement de la presqu'île de Lyon. Et puis, on se questionne aussi sur, là, je voudrais bien discuter avec Vanessa sur les questions d'architecture. Alors, aujourd'hui, on est sur un architecte en chef, Herzog et de Meuron, qui est dans la matérialité minérale, nuance de gris, donc qui amène les architectes à répondre avec le béton, avec d'autres. On voit bien qu'on a d'autres solutions, et donc ça, c'est on va dire les réponses de projet qui nous font plaisir. Ici, on a un bâtiment en pisé qui a été réalisé sur le quartier. Ici, c'est 600 mètres cubes de terre. 600 mètres cubes de terre, ça donne ce bâtiment. Ça questionne quand même, se dire, mais ce tas de terre-là, ils construisent ce bâtiment-là. Je n'ai pas fait l'exercice pour le béton, mais je pense que ce n'est pas tout à fait la même taille d'espace qu'on prend pour construire. Et puis, le déjà là, ça c'est un projet de l'agence VURPA qui est de réhabiliter l'existant et d'en faire un bâtiment vertueux, où là, on est dans un bâtiment pour les startups qui n'a pas de rafraîchissement, qui n'a pas de climatisation, qui est au-delà, qui est bien adapté à la ville de demain. Pour finir, dans les exemples, le quartier de l'éco-quartier d'Enoès, réalisé avec Philippe Madec, architecte et urbaniste, où là, on s'est questionné sur la question de l'empreinte écologique. Je reviens un peu au début. C'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un quartier en travaillant sur tous les enjeux de l'empreinte écologique et pas que la question des bâtiments. Et donc, ici, on a travaillé les modes d'alimentation, les modes de déplacement, toutes les autres questions en regardant cette question de la planète et de l'empreinte écologique. Tout ça, c'est aussi en lien avec les espaces qu'on construit. On évoquait tout à l'heure le projet de Lyon Confluence, où parmi les sujets qui reviennent, c'est la qualité des espaces au regard et les espaces de ressourcement qu'on est en capacité d'offrir dans la ville dense. On s'est interrogé, avec Stéphane entre autres, sur cette question de la notion d'oasis urbaine dans la ville dense. Quels espaces de ressourcement, de respiration on est capable d'amener à la ville dans celle qu'on fabrique à toutes les échelles, la ville existante et la ville neuve. Tout ça pour dire que dans les démarches qu'on porte, évidemment, je vous ai montré des bâtiments, des choses plutôt neuves, mais la question qui, moi, m'interroge aujourd'hui, c'est cette question de la ville diffuse. La ville neuve, c'est très peu de pourcentage de ce qui est construit. Le neuf est une partie de ce qu'on construit, mais celle qui est fabriquée au quotidien, c'est la ville diffuse qui est maîtrisée aujourd'hui uniquement par un document qui s'appelle le PLU et qui doit intégrer toutes ces questions pour parler réellement de ville durable. On ne peut pas oublier et ne faire que des éléments démonstrateurs pour parler de ville durable. On est bien évidemment sur ces échelles de projet. Voilà, à l'occasion de partager avec vous. Eh bien, merci Karine. Alors voilà, on fait un parcours. Moi, j'aime assez bien effectivement cette réinterrogation qui est proposée là sur la question du développement. Finalement, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par développement? Parce que durable, c'est bien, d'accord. On commence à voir un peu. Quand bien même, il va falloir préciser nos termes. Développement, on peut se poser la question. Et puis effectivement, là, tu nous proposes un très bon relais avec ce que va nous amener maintenant Vanessa dans ses propos, sur aussi la manière peut-être de mieux tirer parti de nos ressources
le terme était évoqué, ressourcement. Alors, moi, je me suis mis en aparté, ressourcement humain et technique. Et dans ce ressourcement humain et technique, il y a aussi le ressourcement spatial, du faire avec. Si je devais faire une petite évocation sportive, je crois qu'il est toujours plus facile pour un sportif de faire avec le vent que contre le vent. Et on peut garder cette image parce que je pense qu'elle est assez évocatrice. On peut continuer à lutter peut-être comme à la Duchère, à vouloir absolument tout gommer et se poser des questions que cela engendre, hein, parce que c'est vrai que la Duchère, on le voit, hein, c'est quand même un quartier qui a été très démonstrateur de ces programmes longuement portés en France et qu'on porte encore, qui s'appellent les programmes en rue, qui sont quand même des programmes de destruction massive. Une fois qu'un programme en rue est passé, je crois qu'on a l'équivalent de Bagdad sur le terrain. Et on oublie qu'il y a des gens aussi qui vivaient là. Et là encore, je renvoie à cet ressourcement humain. C'est comment on fait pour tenir les gens en place. Et avant même de passer la parole à Vanessa, je fais un petit parallèle architectural cette fois sur comment l'architecture peut peut-être essayer de contribuer en tout cas à l'effort qui est proposé. Et en saluant peut-être la nomination de l'Hackathon et Vassal pour le Pritzker, donc qui est un prix d'architecture équivalent du prix Nobel, et qui finalement salue le travail fait sur déjà cette question du réinvestissement, de l'accompagnement, Alors, forcément, hein, c'est un travail que certains peuvent trouver critiquable, en tout cas, c'est un travail qui a le mérite d'avoir, je pense, un raisonnement en profondeur depuis un certain nombre d'années et qui est assez démonstrateur aujourd'hui de solutions que l'on peut peut-être mobiliser. Allez, je me tourne vers Vanessa parce que le temps dérape, alors peut-être qu'on débordera un petit peu, c'est pas très très grave, je pense que c'est important, c'est qu'on se mette bien en tête un peu la hauteur du défi dans lequel on est. Donc Vanessa est co-gérante d'une structure d'architectes qui est assez récente, Sub Architecte, qui est basée justement sur le territoire d'Annemasse-Aglo. Donc Vanessa est architecte et également enseignante à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, contribue à des travaux de recherche aussi, donc sur la manière peut-être dont on doit faire évoluer notre paradigme de l'architecture. Donc, moi, les questions que j'ai envie de poser à Vanessa, c'est voilà, quels sont les paradigmes nouveaux de l'architecture, interroger aussi cette relation entre durable et recyclable. Ça veut dire quoi recycler l'architecture, c'est-à-dire quoi recycler la ville, et peut-être y trouver des nouveaux usages. Et puis, de manière plus ouverte, mais pas forcément très facile. Je me demande finalement si l'architecture peut sauver la ville, ou du moins contribuer à sauver la ville et sauver derrière la ville les gens qui l'habitent. Voilà. Et bien Vanessa, c'est à vous. Merci pour l'introduction et l'invitation. Je vais partager mon écran. Moi, j'ai pas, comme Monsieur le maire, je n'ai pas de présentation, mais peut-être là, si vous voyez, pendant que je partage l'image, c'est une image d'Annemasse qu'on a produit au bureau, enfin de l'Aglo. Peut-être pour commencer, sur la discussion qu'on va avoir ensemble, j'aurais aimé commencer par peut-être repositionner le rôle, parce que je parle aujourd'hui en tant qu'architecte dans le panel, le rôle de l'architecte dans la construction de la ville durable. À mon avis, c'est important que l'architecte puisse d'abord, enfin en tout cas en premier, se positionner au sein de sa discipline. Ça veut dire comprendre les idées qui ont été construites dans le passé, tenir un regard critique, aussi pour identifier les hypothèses et les principes qui ont existé et qui peuvent rentrer en résonance avec le contexte actuel. Donc, ça, c'est vraiment la première chose, c'est-à-dire rester dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme pour mieux défendre l'intérêt général, finalement, et offrir des propositions qui sont pertinentes et spécifiques à chaque situation. Donc, l'architecte qui s'intéresse à son environnement, finalement, il a des leviers assez limités. Il a la vision, il a les idées et il a surtout le projet d'architecture qui finalement prend place dans la ville de manière formelle. Et les outils et le rôle de l'architecte sont finalement, c'est un constat, que ce soit dans le cas de l'enseignement ou de la pratique, qui sont assez mal connus, un peu malmenés, on peut dire, où il y a des attendus parfois de l'architecte ou de l'architecture auxquels lui ne peut pas répondre seul.
Ça, c'est aussi important de le souligner. Ce n'est pas une pratique qu'on fait de manière isolée. Et si l'architecte il s'efforce de répondre à ces demandes, peut-être il prend le risque de faire basculer sa pratique dans une mise en application des principes techniques qui, mis bout à bout, suffisent pas à faire l'architecture. Et ça, je pense que c'est important de commencer par ça. Il y a un texte que j'aime bien qui a été écrit par Rainer Banham, un critique anglais en 1965. Le titre de ce texte, c'est « A house is not a home ». Une maison n'est pas un foyer. Dans ce texte, il explique que les maisons américaines, elles sont finalement fabriquées de systèmes techniques, de tuyauterie, de climatisation, etc. Mais que c'est ça qui maintient, qui fait la maison et qui crée l'abri des personnes qui l'habitent, mais ce n'est pas encore l'architecture. Et finalement, je pense que ça illustre assez le rôle de l'architecte aujourd'hui dans la ville. Alors, c'est imagé, mais c'est continuer à construire des foyers et pas uniquement construire des maisons. Être connecté avec nous, oui. Vanessa, Ah, Vanessa, on vient de retrouver. Oui, vous m'avez perdu. Voilà, c'est tout bon. À partir de quand? Juste là, on était sur ce rapport justement du foyer de la maison. Voilà, donc bien détaillé, donc c'est bon, je crois qu'on n'a pas perdu grand-chose, mais voilà. Ça marche. Du coup, et puis son rôle à l'architecte dans le paysage de l'urgence climatique, hein, comme ça a été bien détaillé par tous les acteurs avant. Donc, trouver sa place dans ce paysage de l'urgence, parce que c'est important, ce caractère d'urgence, parce qu'il est lié au temps, comme vous l'avez tous expliqué, et aussi le paysage des contraintes réglementaires et techniques. Ça, c'est aussi un cadre dans lequel l'architecte évolue, qui conditionne pas mal ses actions. Tout ça pour atteindre des objectifs ambitieux de la transition écologique. Je voudrais peut-être partager avec vous, nous, avec Thibaut Piron, mon associé pour SUB, qu'est-ce qui est important, ou peut-être poser un peu des idées pour la discussion pour l'architecture. Donc, on est d'accord, le constat, il est assez unanime. La société, elle doit réinterroger ses modes d'habiter pour rentrer de manière urgente dans cette transition. Et quels sont les outils que l'architecte, qu'est-ce que peut proposer l'architecte avec ces outils, l'urbanisme et l'architecture? Donc, comment construire la ville durable? C'est la question qui est posée à la table ronde. Bon, elle est très vaste, hein, on l'a vu, il y a des questions aussi de termes, de qu'est-ce que c'est durable, qu'est-ce que c'est la ville. Nous, ce qui motive notre pratique, c'est examiner la spécificité de l'architecture au contact de l'environnement. Donc, l'environnement, c'est au sens large, c'est la ville, c'est le territoire, c'est le climat, c'est la société, comment elle agit avec son environnement. Donc, on est à la recherche d'une architecture de l'environnement bien tempéré. Encore une fois, ce n'est pas une expression qui vient de nous, c'est emprunté à Rainer Banham. Et une architecture territoriale à la mesure de la ville-paysage. Cette rencontre entre l'architecture de l'environnement bien tempéré et l'architecture territoriale, on l'appelle, nous, l'architecture de la climatisation du monde. Cet intitulé, il dit beaucoup de ce qu'on croit pour l'architecture, c'est-à-dire une architecture à la fois hyper archaïque et hyper technologique, c'est-à-dire qui intègre les innovations qui sont nécessaires pour répondre efficacement et durablement à des exigences réglementaires qui vont nous permettre d'habiter la ville, d'habiter le territoire, en les révélant, ces innovations, dans une composition architecturale et paysagère. Évidemment, hyper archaïque, ça fait rappel à ce que tu disais aussi, Stéphane, à ce qui est déjà là, et sans a priori. Ce qui est là et sans a priori, pour reconnaître un peu les qualités fondamentales de l'héritage de nos territoires. Alors, si je reviens aussi sur la question comment construire la ville durable, il y a le mot construire. Le mot construire, c'est déjà l'idée d'une action possible. C'est construire le territoire, c'est formel et c'est concret. Donc, la première idée, elle est très simple.
mais je pense qu'elle est fondamentale à redire, c'est impossible de faire tabula rasa pour commencer une nouvelle histoire qui nous promettrait toujours mieux qu'avant. Je pense que c'est le piège d'un contexte qui nous demande de répondre dans l'urgence. La question du temps, il y a aussi Kevin Lynch qui a écrit un texte aussi dans les débuts des années 70, What time is this place, et qui dit que finalement, l'action de construire, elle est conditionnée par ce qui s'est passé avant, et elle se met en relation avec le futur. Et si ce qui s'est passé avant est rejeté de manière brutale, on va donc vouloir l'éliminer et pas l'assumer et vouloir reconstruire rapidement. Donc ça, je pense le tabula rasa, c'est pas possible. Il faut plutôt construire un nouvel espoir. C'est sûrement de l'espoir qu'on a besoin aujourd'hui tous, à travers nos présentations, notre engagement avec nos spécificités, et aller chercher dans les territoires, dans les théories héritées de chaque discipline. Donc pour ma part, c'est l'architecture et l'urbanisme. Et donc, pas de désalignement avec les grands récits, mais plutôt un nouveau ralliement et un plaisir retrouvé de chérir cet espoir de la chose territoriale pour la mettre sur une nouvelle bonne voie qui sera forcément pas juste à chaque fois à réajuster. Voilà. Donc, pas de tabula rasa sur les grands récits théoriques, mais pas non plus sur les structures bâties. Donc, ce que tu disais, Stéphane, je suis d'accord. Je l'avais noté aussi de citer, de faire honneur à ce prix Pritzker 2021, faire avec, parce que l'Hackathon Vassal, qui depuis 30 ans sont des architectes qui développent une architecture économique qui se veut, enfin, qui offre plus d'espace, plus de lumière naturelle, plus de diversité typologique. Ça, c'est aussi important dans la ville, dans la manière d'habiter. Et finalement, plus de temps aux bâtiments qui sont voués à la démolition. Alors peut-être où là, je mettrais une nuance ou un autre avis par rapport à ce qu'a présenté Karine. C'est faire avec, mais faire avec quoi? Qu'est-ce qu'on a à disposition? Qu'est-ce qu'il y a de disponible? Et comment on fait avec ce qui est déjà là? Donc moi, je travaille le thème du réemploi au sein du laboratoire IST à l'EPFL, qui est dirigé par Martine et Anja Fröhlich. Donc ce thème du réemploi, il est directement lié à la question du faire avec. Peut-être déjà un prérequis qui est important. Le réemploi, ce n'est pas du recyclage, parce qu'aujourd'hui, le recyclage, il n'est pas suffisant. On doit aller au-delà du recyclage. Le réemploi, c'est l'idée d'une économie circulaire où le produit, la matière qui est là, retrouve un usage en fin de vie. Donc, c'est un cycle qui est théoriquement infini. Évidemment, ça s'épuisera au bout d'un moment, mais c'est construire avec cette idée-là, c'est aussi changer la manière dont on va concevoir. Donc, c'est important de le comprendre. Et finalement, il y a une échelle qui s'appelle échelle de Lansing. Et le réemploi, ça va de 1 à 5. Donc, le premier niveau, c'est la prévention, c'est-à-dire ne pas créer de déchets. Mais bon, ça, c'est aussi pas possible. Le réemploi, deuxième niveau. Troisième niveau, c'est le recyclage. Et le quatrième niveau, c'est une autre valorisation que le recyclage et finalement l'élimination. Donc, on voit qu'en faisant du réemploi, on est plus vertueux que le recyclage. Aujourd'hui, dans le bâtiment, il faut savoir qu'il y a seulement 1% des matériaux de construction qui ont une seconde vie. Donc, on voit que c'est aussi une question un peu cruciale dans la manière de construire parce que aujourd'hui, les bâtiments peuvent devenir eux-mêmes des ressources pour d'autres constructions. On parlait de la question de la ressource au début. Donc, c'est cette ressource qui peut avoir une influence sur la manière de concevoir, soit en déconstruisant les bâtiments pour qu'ils redeviennent eux-mêmes une succession d'éléments qu'on pourrait réintégrer ailleurs. Mais pour ça, il faut aussi être capable d'en faire le diagnostic. Donc, il faut savoir regarder le territoire et les bâtiments
pour voir qu'est-ce qu'on a à disposition. Nous, au laboratoire, avec les étudiants qui sont en 3e année d'architecture, on apprend déjà à regarder quelles sont les structures qui sont capables, qui sont déjà en place finalement et qui font du réemploi sur le territoire. Aujourd'hui, elles sont assez peu mises en réseau. Donc, on voit déjà qu'il y a une lacune sur ce sujet-là et que pour que ce soit possible, c'est aussi mettre en réseau les capacités existantes. Le réemploi de manière concrète, peut-être, aujourd'hui, il est possible plutôt sur les éléments du second œuvre, parce que c'est des petits éléments, ils sont soumis à moins de normes techniques. C'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui pour les éléments structurels, parce qu'il faut vérifier leurs propriétés structurelles. Il y a un laboratoire à l'EPFL qui est dirigé par Corentin Fivet, qui, avec ces chercheurs, ils sont en train de faire des programmes informatiques et puis des recherches pour justement analyser des structures et voir comment ces structures peuvent être intégrées après dans des nouveaux bâtiments. Le leitmotiv un peu de leur laboratoire, c'est « Form follows » pardon, je n'ai pas le mot en anglais, la forme suit la disponibilité. Donc, on voit que ça change aussi la manière de concevoir parce qu'on doit faire avec ce qui est déjà là, ce qui n'est pas forcément un réflexe d'architecte de commencer avec déjà un matériel de base, mais c'est aussi difficile pour les entreprises de la construction parce que ça voudrait dire changer la manière de démolir les bâtiments, prendre le temps. C'est un coût aussi de démolir, trier, mettre à disposition, soit revendre, soit redonner. Mais c'est aussi peut-être encore plus dur pour les utilisateurs d'arriver à accepter que ce qui fait leur bâtiment, leur architecture, finalement, sont des choses déjà réutilisées. Donc, on est vraiment dans un moment encore de pédagogie à tous les niveaux sur la question du réemploi, mais aussi une question d'esthétique, hein, parce que on pense aussi souvent que le réemploi, il est connoté à des modes de vie plus marginaux. Et donc, c'est un vrai challenge en tant qu'architecte pour un petit peu déconstruire cette mauvaise image du réemploi, je pense, construire la ville durable. C'est une clé, c'est le réemploi. Il y a d'ailleurs des réalisations architecturales exemplaires qui ont fait la démonstration du réemploi. Il y a ce bureau belge, Rotor, qui a aussi créé une entreprise carrément de déconstruction et de revente des matériaux. Encore heureux, qui est un bureau aussi français qui fait du réemploi. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources, je pense, sur ce thème du réemploi. Je pense que je peux m'arrêter là pour ouvrir la discussion avec vous. Moi, si peut-être un dernier point, je vois sur mes notes, sur la ville-paysage, parce que là, on est sur vraiment le concret, sur la matière. La dualité entre la nature et l'espace construit, dont on a parlé avant, moi, ce que je voudrais aussi un petit peu rendre clair, c'est que, comme l'a dit aussi Panos à un moment, la pensée écologique, elle est née avant sur un rejet de la ville, parce que la ville, à l'époque victorienne, par exemple à Londres, etc., c'était la ville hyper industrialisée, elle était presque inhumaine. Donc, en fait, elle s'est construite, cette pensée écologique, vraiment en opposition à la ville. Et nous, on ne croit pas à cette opposition. On imagine au contraire que c'est vraiment une tension finalement entre la ville et la nature qui va faire un équilibre intéressant. Donc, c'est une construction culturelle, cet équilibre entre les deux, qu'on va toujours tenter de faire tenir ensemble en tant qu'architecte et urbaniste. Mais je pense que c'est aussi le danger soit de vouloir isoler des arbres, si je deviens un peu plus pragmatique, de manière un peu comme des totems au milieu de la ville. Je pense que ça devient aussi un peu kitsch.
Je pense que c'est quoi le vrai espace naturel, c'est quoi aussi la biodiversité. En fait, créer à la fois vraiment l'espace ville, l'espace où on interagit de manière aussi intense entre nous, avec la mobilité, et comment aussi on permet ça à la nature, mais de manière intense, pas cette vision un peu fantasmée de l'homme avec cet arbre qui est finalement presque une décoration au centre de la ville. Donc, petite nuance, je suis pour la nature en ville, mais pas de manière décorative. Voilà. Merci. À vous. Merci. Voilà, je retiens cette idée de finalement, comment dire, de retrouver le plaisir de la chose locale, avec une chose extrêmement ouverte en fait qu'il y a derrière, c'est finalement apprendre à nouveau à aimer nos héritages, quels qu'ils soient, non pas dans une dimension purement patrimoniale, un peu idéalisée, mais on voit bien finalement, et ça pose un peu le rebond là, sur le parcours qu'on a pu faire ensemble avec les différents intervenants, sur voyons de quoi est fait notre environnement, non pas dans une dimension purement écologique, mais tout notre environnement, apprenons à nouveau à regarder les choses et voir quelle est la matière fertile dont on dispose pour justement, avec cet héritage, l'héritage localisé, peut-être faire progresser un petit peu notre manière de continuer la ville et de rétablir peut-être un nouveau point d'équilibre entre notre subsistance et la ville qui continue à accroître parce que ça pose cette question du développement. On a forcément un problème de croissance pour l'instant encore, ne serait-ce que du fait qu'on est toujours de plus en plus nombreux. Et ça, c'est peut-être un des paradigmes aussi qu'il faut regarder en face, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on répond à cet enjeu qui est de faire vivre sur la planète un nombre d'habitants qui n'a jamais été aussi haut. Donc voilà, notre défi est ouvert. On a pas mal de questions qui ont été posées, alors on va essayer de faire une réponse, parce que bien évidemment, on est super à la bourre par rapport à ce qui était annoncé. Pour toutes celles et ceux qui peuvent rester encore un peu, moi je propose qu'on essaie d'aborder un peu ces différentes questions, histoire d'avoir quand même quelques clés. Je vais revenir sur une des toutes premières questions qui avait été posée tout à l'heure, qui était celle qui s'adressait à Denis Maire. Alors j'espère que Denis, elle peut rester avec nous, ou pas. Oui, oui, je suis toujours là. S'adresse à Denis Maire qui disait finalement, voilà, on a évoqué la ZAC étoile, on a évoqué finalement un peu les interrogations que vous aviez tout à l'heure sur le territoire, on va dire dans la dimension politique, c'est-à-dire rendre actif la société locale pour aller vers un progrès. Et la question était finalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein de la ZAC étoile dans la recherche des équilibres? Alors je ne l'ai plus dans le détail, voilà. Du social dans les nouveaux quartiers tels ZAC étoile. Comment pensez-vous intégrer les gens à la construction de l'urbain, coopérative, budget, citoyen? Voilà, c'était un peu cette question-là générale. Et j'aimerais que vous puissiez répondre parce que je crois que le travail fait contribue assez bien à essayer d'aller vers cette synthèse qu'on essaie de trouver aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que quand on a parcouru toutes ces interventions remarquables, et qui nous ouvre les yeux sur l'ampleur de ce qu'il y a à faire, on se dit ce qu'on fait comme on peut sur notre territoire, eh bien c'est peu, et c'est un début. Mais bon, je vais essayer effectivement de vous dire, et puis de mettre en évidence aussi une chose, c'est que quand on est dans ces itinéraires, on est toujours en retard. C'est-à-dire qu'on a commencé effectivement la ZAC étoile comme un geste de planification territoriale dans le grand territoire. Il faut dire les choses comme elles sont. On a, à partir d'un concept qui était le premier concept du Grand Genève, une agglomération verte et multipolaire, qui reste toujours très valable d'ailleurs. Eh bien, c'était de dire on va organiser le Grand Genève avec des pôles de développement qui vont se situer donc à l'intersection des nœuds de mobilité, et notamment autour des gares. Donc, c'est les projets de planification urbaine de Genève et le projet de planification, notamment d'Anne Massaglo, de faire la ZAC, qui est le quartier
autour de la gare d'Annemasse, du pôle d'échange multimodal d'Annemasse. Donc, déjà, en choisissant le lieu, en choisissant de faire ça, on fait un geste, en quelque sorte, je vais dire développement durable, même si le terme, on l'a vu, vaut ce qu'il vaut. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, bon, on va aller cocher les cases de l'écoquartier. Hein. Donc, on s'est engagé, évidemment, dans la labellisation écoquartier. Puisque une des problématiques que l'on partage dans Annemasse Agglo et dans la ville, qui est une des villes les plus denses du Grand Genève, hein, Annemasse, c'était sa minéralité et la question du végétal à l'intérieur de la ville. Donc, on s'est dit, on va en faire un quartier exemplaire à ce niveau-là, c'est-à-dire que dans l'image urbaine, eh ben, on va prévoir évidemment les espaces pour le végétal et pour qu'il prenne toute sa place. Et pour, disons, nous aider et nous stimuler un peu, on va aller chercher le label Biodiversity, hein, qui dépasse aussi que la question du végétal, qui replace aussi le quartier, qui fait quand même que une vingtaine d'hectares, dans la grande, enfin, dans les éléments de son environnement, parce que déjà, le geste urbain de création du quartier a fait que c'est un quartier qui est pénétré à la fois par le grand paysage aussi, mais par le paysage immédiat. On a une rivière qui passe, qui s'appelle le Foron, qui fait la frontière avec le canton de Genève et avec les espaces qui sont restés un peu plus naturels et un peu plus agricoles à Genève. Et on espère en faire des pénétrantes de biodiversité à l'intérieur du quartier, reliées à ces éléments du paysage. Et puis, sur la question de l'architecture, alors je ne vous apprendrai rien, Stéphane, puisque vous avez travaillé le sujet avec nous, mais on souhaitait construire un quartier qui soit relié, hein, vous savez, comme quand on est en montagne, qu'on grimpe, on est encordé, on se tient à la corde. Et ben voilà, ce fil, cette corde que l'on tient qui nous vient du passé, on voulait la faire sentir à tous ceux qui viendraient construire sur cette ZAC, et puis peut-être même avec l'ambition que ça déborde aussi sur le territoire, en disant qu'est-ce qui fait notre originalité, qu'est-ce qui fait qu'on ressemble à ce qu'on est, qu'est-ce qui nous relie aussi. On a parlé tout à l'heure des matériaux, on a parlé d'un certain nombre de choses, de l'aspect des bâtiments, de l'historique de tous les bâtiments qui ont été construits, même si cet historique ne va pas très, très loin dans le temps, et puis de nos échanges qui ont toujours été extrêmement étroits avec la culture genevoise. Et donc, à partir de ça, on a fait en quelque sorte un petit cahier d'intention pour que tous ceux qui viennent construire sur la ZAC viennent avec une attention particulière sur ces questions-là et fassent quelque chose qui soit relié au territoire, relié à son histoire et relié à ses hommes. Donc, c'est aussi l'intention de faire ça avec, évidemment, la qualité esthétique que l'on va chercher auprès des professionnels et de l'architecture, parce qu'on a besoin, on n'a pas de château, on n'a pas de cathédrale, on n'a pas de ville historique, et je dis que notre seul bien, c'est l'avenir. Et donc, essayons de faire quelque chose de beau, et de partager cette beauté avec ceux qui vont être là et qui vont y habiter. Donc voilà. Et puis, comme ça rejoint un peu la tirade que j'ai fait au départ, on veut aussi une ville avec des citoyens qui soient reliés entre eux, qui soit une ville qu'on appelle inclusive. Là aussi, c'est un mot... c'est qu'un mot, mais il recouvre quand même une volonté, c'est-à-dire qu'il nous faut une mixité sociale la plus qualitative,
Et donc, c'est pour ça qu'à partir de la ZAC étoile, hein, on en a déduit pour l'ensemble du territoire notre politique des 3 tiers, un tiers de logement social, un tiers de logement à prix abordable et un tiers de logement libre. Je ne vous expliquerai pas les tensions qu'il peut y avoir sur le logement dans la région. Je pense que tout le monde les connaît et nous voulons offrir l'éventail le plus large pour que cette mixité soit la plus qualitative possible. Et puis, on cherche aussi à avoir cette mixité intergénérationnelle, puisqu'on est dans une société qui vieillit, même si on accueille beaucoup de populations. Eh bien voilà, c'est depuis pas mal de temps qu'on les accueille, et donc les gens vieillissent chez nous. Et ce parcours résidentiel des seniors, eh bien, on y est particulièrement attentif et on essaye de chercher des solutions voilà, pour qu'ils soient inclus dans ces nouveaux quartiers. Et ensuite, quelque chose de très important, on a voulu inclure dans ce nouveau quartier ce qu'on appelle notre mini-campus. Alors, c'est des briques de la formation qui peuvent exister sur le territoire, qu'on veut regrouper, et puis éventuellement continuer à attirer voilà, de la formation supérieure dans un lieu et dans un territoire qui est la Haute-Savoie du Nord, qui en manque cruellement. Je pense que si un territoire veut se développer, ça fait partie de la mixité, ça fait partie aussi d'avoir des étudiants, ça fait partie aussi de la capacité d'intelligence d'un territoire, de sa capacité à innover, et ça me paraît extrêmement important. Donc, il y aura des logements pour étudiants et pour jeunes travailleurs pour parfaire cette mixité. Excusez-moi, j'ai été un peu long, il manque des cases, mais il y en a d'autres, mais voilà, je vais pas aller plus loin. Parce qu'effectivement, je trouve que au travers de cette expérience avec Étoile, qui finalement se fait aussi avec du temps, il me semble qu'effectivement, le temps un peu long de ce projet permet d'en mûrir un peu les qualités. Le fil que vous avez évoqué là sur le lien avec l'histoire, comment on installe cette ZAC, comment on installe ce nouveau quartier, puisque ZAC finalement on s'en fout un peu, mais en tout cas c'est bien un nouveau quartier, comment on installe ce nouveau quartier dans le fil de son histoire. Et vous l'avez évoqué aussi là par rapport à ces enjeux de mixité, mais y compris fonctionnels, y compris d'intégrer aussi de l'éducation, de la formation au sein de ce quartier. D'une certaine manière, on voit bien qu'il y a une forme d'objectif à cette petite échelle, mais que l'on peut trouver à une échelle beaucoup plus large après sur un rapport au Grand Genève, qui est finalement de faire en sorte que la ville soit un esprit sain dans un corps sain. Là aussi, hein, je me permets d'aller chercher cette référence, mais il y a peut-être quelque chose qui est de cet ordre-là, il y a peut-être quelque chose d'assez stimulant finalement à se redonner cet objectif. Parce qu'on le voit au travers des différents apports des uns et des autres. Ce que l'on a peut-être retrouvé depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, on va dire 30 ans pour les esprits les plus vifs, et puis 20 ans pour la masse que nous représentons, on a retrouvé peut-être le sens du projet. J'ai évoqué tout à l'heure la question du postmodernisme. On a eu une période un peu d'errance, on ne savait plus trop finalement, on était des enfants gâtés, et on n'avait plus trop de défis. Et on voit bien que là, on se reconcentre tous d'une certaine manière vers un défi un peu commun qui donne le sens du projet et qui redonne de l'intelligence à la question urbaine, qui redonne de l'intelligence à la question agricole, qui redonne de l'intelligence peut-être à la question architecturale. Et moi, que je prends peut-être comme une forme d'objectif extrêmement stimulant et donc extrêmement optimiste. Parce que c'est vrai qu'à la fin d'une séance comme ça, on pourrait se dire, bon, on n'a plus rien à faire. Au contraire, je vois qu'on est tous un peu dans un esprit de mouvement et on voit qu'il y a un optimisme. Ça me fait penser à des réactions que j'ai vues là tout à l'heure dans le chat, et notamment l'une qui pose bien la question effectivement de ce rapport de la ville désirable, mais aussi de la désirabilité des connexions humaines. Je crois qu'on le sent bien hein, dans les différents propos de chacun, qu'au centre de tout ce débat-là, il y a la question de l'organisation humaine, l'organisation du groupe, de l'organisation sociale. Et puis, autre remarque que j'ai trouvée d'une certaine manière amusante, et puis en tout cas un défi intéressant, il serait urgent de faire ce genre de démarche sur l'île de la Réunion,
avec un besoin de 150 000 logements sur 10 ans à venir sur un territoire non extensible. Peut-être qu'effectivement, au même titre que le Grand Genève se préoccupe de sa finitude ou du moins de son ampleur, là, je trouve qu'on a un joli défi à l'échelle du Nil de se poser cette même question. Est-ce qu'on est capable, à l'échelle du Nil, certes importante, de s'interroger sur une nouvelle capacité à faire avec et tirer le meilleur profit de l'héritage dont on dispose, plutôt que de toujours aller chercher la solution en dehors ou de rejeter le problème en dehors. Donc ça, c'était une petite remarque. Et puis on avait une autre question qui va peut-être ouvrir un peu le champ du côté de Panos, peut-être. Alors, j'ai perdu cette question. Ouais. Ah oui. Quelle était la taille de la... Voilà, il y avait une taille, voilà. C'est quelle est la taille maximale d'une ville acceptable? Combien d'habitants? Quelle surface de territoire et quelle densité? Je propose que Panos essaie de répondre à ce sujet-là. Alors, merci de cette question extrêmement précise et qui me fait penser à la question de la métrique de la transition sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Des choses très, très importantes. Mais avant ça, je voudrais juste dire que j'ai beaucoup de mal avec cette désirabilité de la ville. Parce que je voudrais juste qu'on se mette d'accord que la ville n'est pas une page Facebook qu'on peut liker ou disliker. On n'est pas, aucune ville n'a signé avec personne un contrat de désirabilité. Les villes vont au-delà des avis personnels de chacun. Ce que peut-être il faut dire, c'est que c'est les politiciens qui se posent cette question parce qu'ils voudraient eux-mêmes être désirables pour les gens qui votent pour eux. La ville a d'autres engagements dans le long terme et pas d'être désirable pour quelqu'un qui sort avec son chien ou avec son enfant ou n'importe qui, y compris nous-mêmes. Et qu'on soit d'accord sur ça. Et les villes donc doivent être résilientes face au danger et pour être résilient, on peut ne pas être désirable, comme les villes qui étaient fortifiées. Les fortifications ne sont pas désirables, mais elles sont nécessaires. Sinon, la ville va tomber, va être conquise. C'est très simple. Donc, pour aller dans votre sens, une ville pour répondre rapidement, sans répondre à la question, parce que tout ça, c'est bien sûr lié à des cultures, à des usages, à des époques et à des utilisations, disons aussi à des capacités d'utiliser. Ce n'est pas la même chose si vous avez un vélo pour vous déplacer dans un espace, si vous avez une voiture ou vous êtes à pied.